rendu compte que c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Et donc c'est là où le parcours, où tu commences à te connaître en tant que personne, démarre. C'est souvent parce que quand tu constates qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour toi. C'est plus là que tu apprends Tout à plutôt fait. qu'à l'inverse. Je pense, en tout cas pour moi, ça s'est passé comme ça. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai pris mes valises et je suis revenue à Casablanca. À l'époque, je ne savais pas vraiment dans quel domaine travailler, en tout cas à court terme, mais j'avais une vision plus long-termiste où je me disais, je veux faire quelque chose pour mon pays. Et donc, dans ces valeurs, il y a quoi? La première, je pense, c'est une valeur de sincérité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Melika, une femme au parcours remarquable, à la croisée de la rigueur scientifique, de l'excellence opérationnelle et de la vision entrepreneuriale. Diplômée de l'école polytechnique, elle débute sa carrière dans la finance aux États-Unis avant de revenir au Maroc où elle contribue à des transformations majeures, chez Inouï d'abord, puis au sein du groupe Intelsia où elle va diriger les opérations IT multi-pays. C'est qu'en 2023 qu'elle donne une nouvelle direction à son engagement. Elle a créé iShore, une entreprise africaine ambitieuse tournée vers les métiers de demain. L'intelligence artificielle, les données et les technologies avancées. En moins de 2 ans, iShore séduit des clients sur les 5 continents, affiche une croissance spectaculaire et s'impose comme une figure montante de la tech africaine. Avec Melika, nous allons parler vision, souveraineté technologique, talent africain et surtout, on va parler de ses défis, sa source d'énergie et ce qui la nourrit au quotidien pour mener à bien, depuis l'Afrique, une entreprise qui rayonne à l'international. Melika Hmidouche, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, tout le plaisir est vraiment pour moi. J'adore recevoir des femmes exceptionnelles et surtout qui ont cette énergie qui va aller au-delà des micros et en inspirer plein d'autres, à la fois des hommes et des femmes, mais entre nous surtout des femmes, n'est-ce pas Melika? Si je peux me rendre utile pour une quelconque femme qui hésite ou en tout cas qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui a besoin d'un petit boost d'énergie, je serais ravie de pouvoir y contribuer à mon échelle. En tout cas, voilà, mesdames, vous avez une vraie battante, une femme qui a tabarakallah, réussi et qui vous offre sa main et qui vous tend la main pour vous aider. Alors n'hésitez pas, notez bien Melika Hmidouche et vous allez pouvoir voir. Bon, j'ai pas pu parler beaucoup plus de ce qu'elle fait pour laisser part à la découverte à travers le podcast, mais c'est vraiment une femme avec des réalisations extraordinaires et aujourd'hui je suis vraiment fière de t'avoir en face de moi. Merci Hafeza. Donc Melika, pour te connaître un peu mieux, est-ce que tu peux te définir en 3 phrases ou à travers 3 axes ou à travers 3 choses qui te passionnent, qui t'animent au quotidien? Si tu devais te définir à travers ces 3 choses, ça serait quoi? Ça serait quoi ces choses-là? Alors c'est une question difficile de s'auto-définir, je pense. Je dirais qu'il y a probablement 3 dimensions. La première, c'est comme tu as joliment présenté mon parcours. Donc, c'est l'entrepreneur, c'est la dirigeante d'entreprise. On va dire que c'est ce volet. On aura l'occasion d'en parler. Il y a un deuxième volet, c'est le volet familial. Donc, je suis épouse, je suis maman aussi. Donc, beaucoup de bonheur aussi de ce point de vue-là et aussi beaucoup de challenges. Et probablement la 3e dimension, c'est que je suis une passionnée de musique. Je chante depuis l'âge de 10 ans, ou même avant, mais en tout cas avec des cours depuis l'âge de 10 ans. Et donc, grande passionnée de musique urbaine et de musique latine. Magnifique. Je découvre en même temps que vous. Franchement, c'est super. Et donc, à travers ça, à travers tes passions, à travers ce que tu es, je suppose que comme tout le monde, comme nous tous, tu as eu une évolution
de ta vision des choses, tu as eu une évolution de tes valeurs, des choses qui te caractérisent. Et pour arriver à cette femme créatrice de valeur et surtout entrepreneur avec une ambition internationale, comment ça a évolué? Quel a été le parcours de valeur par lequel tu es passé pour arriver à ce que tu es aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question. Alors, déjà, le début du parcours qui est assez classique, donc classe prépa, école d'ingénieur, j'ai un peu suivi la mouvance. Généralement, on dit ceux qui ne savent pas trop quoi faire, ils vont en classe prépa. Bon, il y avait quand même le fait que j'ai toujours aimé les sciences et en particulier les mathématiques depuis très jeune. Donc, je veux dire que j'ai été encouragée par ça, mais le fait d'aller en France voilà, c'était un peu suivre la mouvance. J'ai pas de regrets par rapport à ce parcours qui a été extrêmement formateur sur la manière avec laquelle tu vas modéliser, que tu vas analyser des situations, prendre des décisions, etc. Donc, ça me donne un côté rationnel qui m'est très utile. Mais en tout cas, voilà, j'ai un peu suivi la mouvance sur cette première partie et sans regret. La deuxième partie Ensuite, donc, quand j'ai quitté l'école, enfin, à la fin de mes années d'école, pour les Marocains, en tout cas en école d'ingénieur, à l'époque, c'était à la mode d'aller en finance. Et moi, alors, pour le coup, c'était pas vraiment que j'avais suivi, mais que c'était pour moi l'opportunité de partir aux États-Unis. J'ai toujours voulu partir aux États-Unis, découvrir ce pays. J'aime beaucoup voyager. Et donc, c'était l'occasion pour moi de partir pour une nouvelle aventure. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi la finance plus qu'autre chose, même si ça me plaisait beaucoup aussi ce que je faisais en début de carrière. Mais en tout cas, à la fin de l'année que j'ai passée à New York, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Et donc, c'est là où le parcours, où tu commences à te connaître en tant que personne, démarre. C'est souvent parce que quand tu constates qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour toi. C'est plus là que tu apprends plutôt qu'à l'inverse. Je pense, en tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Donc, quelques semaines de réflexion, mais la décision s'est prise de manière très, très rapide. Où je me suis dit, bon, allez, on y va. J'ai pris mes valises et je suis revenue à Casablanca. À l'époque, je ne savais pas vraiment dans quel domaine travailler, en tout cas à court terme, mais j'avais une vision plus long-termiste où je me disais, je veux faire quelque chose pour mon pays. Et donc, c'était ce qui m'animait. Alors, sans me projeter de manière assez long-termiste, mais je me disais, je vais probablement terminer dans le secteur public. Alors, c'est complètement opposé de ce que je fais actuellement. Mais en tout cas, je ne m'étais pas du tout imaginé entrepreneur. Pas du tout. Ouais. Les carrières que j'ai connues, celles de mes parents, c'était des carrières de salariat, voilà, de jolies carrières dans le salariat, suivies aussi de secteur public pour mon père. Et pour moi, c'était comme ça. C'est comme ça qu'on donne pour son pays, on s'investit dans le secteur public, on participe à des grands projets de transformation pour le pays. Et jusqu'à il y a peut-être 20-30 ans, c'était comme ça que tu pouvais faire beaucoup, make a difference, comme on dit, ou créer de la valeur dans ton pays. Donc, ça s'est passé comme ça. Et puis ensuite, petit à petit, donc j'ai eu l'occasion, on pourra parler un peu du parcours que j'ai pu avoir dans le salariat, mais probablement, ma dernière expérience, donc chez Intelsia, j'ai eu l'opportunité de rencontrer 2 entrepreneurs qui avaient monté un très, très beau projet. Au-delà de la dimension du succès qu'a rencontré le projet ou de la taille qu'a atteint l'entreprise, donc à la fin du parcours que j'ai pu avoir chez eux, il y avait ce côté, voilà, créer une entreprise africaine avec des valeurs, avec une manière de fonctionner qui se développe à l'international et avec un centre de décision à Casablanca qui pilote d'autres régions, d'autres pays qui peuvent être l'Europe ou ailleurs. Et donc, cette histoire m'a inspirée. Et puis, j'ai appris aussi à travers l'intrapreneuriat. J'ai appris aussi le métier de l'entrepreneur, même si je continue à apprendre tous les jours. Mais en tout cas, j'ai appris. Et je me suis dit, j'ai identifié, si tu veux, un segment de marché qui n'était pas adressé à l'époque. Donc,
dans l'outsourcing, dans les années 2000, le Maroc s'est beaucoup développé dans les centres d'appel, comme tu le sais. Oui, Tu connais bien. Oui, bien sûr, je connais bien. Et c'était l'opportunité, c'était ce qu'il fallait aller chercher. Ensuite, il y a eu une phase 2 avec l'IT. Et je voyais qu'il y avait une phase 3 qui devait se mettre en place, qu'il n'y avait pas encore de player là-dessus, sur ce qu'on appelle le KPO, Knowledge Process Outsourcing, ou en tout cas l'outsourcing sur des métiers à très forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, le Maroc, tu le sais, produit énormément de talents. Beaucoup de talents partent à l'international, pas forcément faute d'opportunités ici, mais faute d'opportunités qui leur plaisent. Tout à fait. Ou dans lesquels ils se projettent, où ils se voient en termes de culture d'entreprise et en termes de nature de projet qu'ils vont mener. Et je me suis dit, il y a de la place. Il y a un segment. Il y a de la place d'un point de vue business. Il y a de la place aussi dans le sens où tu réponds aux besoins des jeunes. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, allez, on y va. Donc, à ce moment-là, opportunité business avérée. Donc, je voyais qu'il y avait une opportunité business. En parallèle de ça, je voyais aussi des talents un peu partout qui avaient besoin d'aller trouver des entreprises de ce type-là. Et donc, j'ai appelé mon conjoint, donc mon mari, à ce moment-là, pour lui dire, écoute, bon, ça faisait quelques semaines, mais je lui ai dit, bon, je pense que c'est le moment. Est-ce que tu es prêt à me soutenir dans cette expérience-là? C'est clair. Parce que tu as besoin d'un... Sans ça, oui. Ouais, tu as besoin d'un soutien. Et il m'a dit, vas-y, go. Super. Magnifique. Et justement, dans ce début d'aventure, on a souvent des doutes, on a souvent des craintes, on a peur en fait que ça ne fonctionne pas. Je veux dire, heureusement qu'on a des soutiens, justement, ça peut être la famille, ça peut être des amis, des choses comme ça. Mais on est un peu seul, entre parenthèses, quand on lance une nouvelle idée. Quel que soit ce qu'on a pu étudier de l'idée, quelles que soient les perspectives qu'on y voit, on a cette crainte. Comment tu as dépassé tout ça? Qu'est-ce qui t'a aidé à aller au-delà, c'est-à-dire à continuer et à être sûr que ça allait marcher? Ouais, c'est une très bonne question. Quand j'ai lancé le projet Aïcha, au départ, j'étais seule. Donc, cette phase a duré quelques mois. Et très vite, j'ai réalisé que j'ai beau être quelqu'un de très introverti, j'aime bien me recentrer sur moi-même, mais pour le coup, ce type de projet, j'estime, après d'autres pourront le faire différemment, que ça ne se fait pas seul. Et donc, j'ai eu la chance d'être rejointe par Hicham Brada, mon associé, qui a un profil très, très complémentaire et très différent du mien. Et donc, à deux, on a co-créé le projet, réellement. Donc avec son arrivée en octobre 2023. Donc, ça a été une première étape. Et la deuxième étape, qui était plus une chance qu'autre chose, c'est que j'ai une ancienne collaboratrice et amie qui voulait probablement sortir du modèle corporate classique et donc qui a quitté son ancien employeur et qui s'est dit, bon... j'ai envie de faire autre chose et quelque chose de différent. Elle voulait participer à un projet, probablement. Je parle à sa place, probablement, et qui m'a dit, est-ce que tu as besoin d'aide? Bien sûr. Et comment? Et donc, elle fait partie aujourd'hui des piliers de l'entreprise aujourd'hui. Donc, je ne suis pas seule. Donc, il y a ces deux personnes que je viens de te citer. Il y a mon environnement familial qui joue beaucoup. Et il y a aussi les collaborateurs. Ouais. La chance qu'on a eue, alors la chance, bon, c'est aussi notre métier de recruter correctement. Exactement. Mais on a la chance d'avoir des talents dans iShore. C'est des jeunes, c'est des Gen Z, on est vieilles, nous, à côté. Quand je dis vieilles, c'est dans nos idées, parce que quand je vois comment ils réfléchissent, c'est très différent des millennials que nous sommes, mais c'est hyper enrichissant. Et c'est eux aussi qui portent aujourd'hui l'entreprise et son développement et tout ce que tu viens de citer. C'est grâce à ces talents-là aussi. Et qu'est-ce qui est... Là quand je t'entends, c'est beaucoup de rationnel. C'est beaucoup de choses assez cadrées, on va dire. Voilà, j'ai commencé, j'ai été rejointe par une personne complémentaire. Donc, mais c'est quoi l'irrationnel là-dedans? Qu'est-ce qui on va dire, qu'est-ce qui dépasse dans ton expérience la logique d'une polytechnicienne, en fait, et qui fait que y a quelque chose.
je sens bien les choses, cette personne, je sais que c'est la bonne personne. Ce projet, ou en tout cas ce positionnement, je sais que c'est le bon positionnement. C'est-à-dire au-delà du rationnel. Est-ce qu'il y a des choses comme ça Alors, qui t'ont animé ou qui continuent de le faire d'ailleurs? en fait, pour lancer un projet de ce type-là, tu dois vraiment y croire. Parce que Mm. faire de la mise à disposition de talents pour des entreprises internationales, tu as Mm. des milliers d'entreprises qui font ça Mm. aujourd'hui à partir du Maroc. Mm. Mais si tu veux vraiment développer un projet qui soit durable, Mm. qui va grandir, Mm. dans lequel tu vas créer une atmosphère qui est saine, Mm. et qui va se développer avec les bonnes bases, il faut qu'il y ait un fond de valeur Mhm. en dessous. Et il faut que les personnes, ou que les deux personnes que je t'ai citées, Mm. ou moi-même, on partage un socle commun de valeurs. Mm. Et on essaye, tant bien que mal, on n'y arrive pas toujours, mais on essaye de faire en sorte que les personnes qu'on fait intégrer l'entreprise partagent ces valeurs. Et donc, dans ces valeurs, il y a quoi? La première, je pense, c'est une valeur de sincérité. Pour moi, on va dire le principal fait bloquant quand je passe un entretien qui fait que je vais tout de suite me dire c'est pas la bonne personne, c'est si je sens qu'il y a un double discours ou en tout cas qu'il y a un manque de sincérité quelque part. Au contraire, si une personne va avouer ses faiblesses ou dire souvent je pose la question et c'est la question probablement la plus révélatrice dans un entretien, c'est pourquoi vous avez quitté votre ancien employeur ou pourquoi vous voulez quitter votre employeur actuel. Et cette question est beaucoup plus révélatrice de pourquoi tu veux travailler pour Eshor, etc. Et dans ce genre de choses, tu peux déceler des choses comme ça, je pense. Ouais. Magnifique. Et au fait, donc, toi, voilà, on va dire que tu fais partie de ces rares personnes qui ont eu donc une chance de pouvoir connaître l'international avant de rentrer au Maroc, d'y croire. Mais dans ce beau parcours, est-ce qu'il y a eu une personne en particulier qui t'a inspiré et où tu t'es dite voilà, cette personne, c'est mon mentor, qu'il soit déclaré ou pas déclaré. Cette personne a quelque chose en elle, ou en tout cas réalisé quelque chose en elle qui me passionnerait et que j'aimerais éventuellement faire de même. Est-ce qu'il y a une personne comme ça? Alors, il y a eu plusieurs personnes, pour être honnête. J'ai eu cette chance, alhamdoulilah, de rencontrer des gens exceptionnels à plusieurs étapes de ma vie. Alors, bien sûr, il y a eu l'environnement familial qui a beaucoup joué. Donc, j'ai eu la chance de connaître de très beaux modèles de leadership à travers, du coup, mes parents. Mais ensuite, dans le contexte de ma carrière et par la suite, j'ai eu plusieurs personnes. Mon premier patron au Maroc, Frédéric Debord, m'a tout appris. On va dire les bases de ce que c'est que diriger une entreprise. À l'époque, un opérateur télécom, mais toutes les dimensions, que ce soit la dimension financière, mais aussi la dimension management, RH, culture d'entreprise. Et donc, on revient au sujet des valeurs, etc. Tout à fait. Donc, c'était la première personne, mais ce n'était pas la seule. Et mes deux anciens patrons, Karim Bennoussi et Youssef Laoufir, chacun apportait ou m'a nourri de choses différentes. Il y avait le côté, bien sûr, entrepreneurial. Moi, je suis quelqu'un de très risk-averse, averse au risque. J'ai peur, souvent, de prendre des risques. Et donc, j'ai appris on va dire le risque mesuré, qui est le maximum, je pense, que je peux faire, mais qui est suffisant, en tout cas pour le type de business qu'on est en train de développer avec Eshor. Comment insuffler tes valeurs ou tes croyances dans une organisation, dans un corporate. Donc ça, je l'ai appris d'eux aussi. Apprendre aussi à me connaître avec mes qualités et mes défauts. Donc, ces personnes-là ont joué un rôle très important. Et donc, jusqu'à maintenant, je pense que je les considère et je les considérais toujours comme des mentors. Et donc, il y a probablement donc, la dimension manager, mais il y a aussi des collaborateurs qui ont eu un impact très important sur moi. Le premier, alors je vais te raconter une petite anecdote. Donc, j'ai eu mon premier poste de directrice à l'âge de 27 ans.
Donc, Oui, j'étais très jeune. toute jeune. J'étais toute jeune, toute bébé. Et j'avais une équipe d'une soixantaine de personnes. Et dans les personnes qui me reportaient directement, tu avais une personne qui était un Hajj, qui avait plus que 50 ans, et d'autres personnes très seniors dans l'univers des télécoms. Le fait que j'ai été nommée à ce poste-là a été... Bon, forcément, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur les raisons, mais probablement sur le fond, il y avait une question de complémentarité de profil. Donc, le côté très rationnel dont tu parles, le fait de mettre des process, de fluidifier les choses, etc., c'était des choses qui allaient les aider. Et donc, il fallait trouver, on va dire, un terrain d'entente et puis réussir à s'adapter. Et donc, dans le cadre de cette expérience, mon premier jour, il y a un des collaborateurs que je salue, qui se reconnaîtra s'il écoute ce podcast, qui me dit, tu sais, quand j'ai eu mon bac, toi, tu étais probablement... tu n'avais même pas terminé l'école primaire. C'est clair. Et donc, à l'époque, alors c'était mon premier jour, je l'avais vécu comme une intimidation. Pour moi, il voulait m'intimider, il fallait que je m'impose, etc. Donc, je m'étais mis beaucoup de pression par rapport à ça, par rapport à établir ma crédibilité et le fait que je méritais ce poste. Donc, j'avais beaucoup travaillé. J'avais beaucoup travaillé pour remettre les process en place, pour fluidifier les choses, pour que les commerciaux, c'était une équipe commerciale que je gérais à l'époque, et la vie plus simple, pour que les résultats et les chiffres soient au rendez-vous, etc. Par rapport à ce petit coup de boost qu'il m'avait mis. Et finalement, cette personne-là, qui n'était pas forcément la plus simple, on va dire, à gérer d'un point de vue management, est celle qui m'a le plus appris et une de celles avec lesquelles j'ai gardé les liens les plus forts jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est incroyable. Donc, très, très beau souvenir. Et j'ai eu des expériences similaires par la suite dans tout le reste de mes expériences. J'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs pas faciles qui m'ont beaucoup remise à ma place et qui m'ont améliorée en tant que personne. Probablement, alors j'ai eu beaucoup de choses à améliorer, notamment du fait que j'ai occupé ces postes très jeunes. Mais bon, j'avais l'humilité d'écouter. Après, est-ce que je prends en compte ou je prends pas en compte, ça dépend des situations, des moments, mais j'écoute. Oui. Bah ça, c'est important parce que justement, les collaborateurs ou même les associés ou ce genre de choses, très souvent, ce qui peut créer des tensions, c'est quand on a l'impression que la personne en face n'écoute pas. Et justement, après, bien sûr, tout le monde n'est pas obligé de réfléchir de la même manière ou avancer de la même façon, même si on est d'accord sur l'idée. Mais avoir justement comme tu l'as bien dit, l'humilité d'écouter tous les avis, même s'ils sont différents ou même contre-intuitifs pour nous. Ça reste quand même une qualité exceptionnelle pour un leader. Parce qu'en fait, un manager qui n'est pas toujours un leader peut avoir des fois un rôle, il a besoin de trancher, il a besoin d'être ferme, de prendre une décision et d'avancer. Mais un leader, justement, avant même de prendre cette décision et quelle que soit l'urgence de cette décision, il a souvent besoin de cette partie écoute pour soit édulcorer, soit orienter différemment, soit en tout cas échelonner même sa décision. Et ça, justement, c'est quelque chose de magique, entre parenthèses, parce que ça donne aussi la confiance en face. Justement, par rapport à ces qualités, ou en tout cas par rapport aux choses qui te caractérisent dans ton style de management et dans la façon dont tu arrives à créer la confiance avec les personnes qui collaborent avec toi, comment tu arrives à rester aligné avec tes valeurs, avec ce que tu penses vraiment juste, même en situation difficile, même en situation de crise? Qu'est-ce qui te donne cette force, quelque part, de respirer et de se dire prenons le temps? On va dire que c'est pas une question facile. C'est pas une question facile et il y a souvent des décisions difficiles à prendre. C'est clair.
où tu dois faire on va dire un trade-off, où tu dois... Voilà, l'ensemble des parties ne peut pas toujours être satisfaite. Et c'est vrai que, bon, tu peux avoir parfois le sentiment de déplaire à certains. Donc, quand tu fais A, tu vas déplaire à X. Quand tu fais B, c'est plutôt à Y, etc. J'ai appris avec le temps à vivre avec ça, on va dire. D'accord. Mais c'est pas facile. Mais justement, à quoi tu t'accroches? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, bon, je sais pas, je suis alignée avec ce que je crois profondément, donc ça va aller. Ou est-ce que tu te dis, bon, je fais un pari et j'assume la conséquence? C'est quoi le style de message, on va dire, qui te traverse l'esprit dans ce genre de situation? En fait, pour moi, le plus important, et c'est ce que je dis souvent à mes collaborateurs, tu sais, tu es dans une situation X, Y, Z de difficulté. Est-ce que toi, en tant que personne, tu as fait ce qu'il fallait? Est-ce que tu as fait les choses bien, telles que tu pensais qu'elles devaient être faites? À partir du moment où toi, en tant que personne, tu as fait les choses bien, avec tes collaborateurs, vous avez mis en place ce qu'il fallait mettre en place, vous avez fait les choses de la bonne manière. Après, comment les choses vont se passer ou, on ne le maîtrise jamais de toutes les manières. Tu ne sais pas, mais je pense, statistiquement, on va revenir à mon côté rationnel, mélangé avec les valeurs, mais je pense que statistiquement, si tu fais les choses avec ton référentiel de valeurs, de la bonne manière, ou si tu fais des erreurs, tu essaies de les rattraper en revenant à ton référentiel de valeurs, statistiquement, et dans le temps, tu vas construire quelque chose de durable, de pérenne, et tu vas construire un référentiel de confiance avec tes collaborateurs, avec tes associés, avec tes actionnaires, si tu as des actionnaires, Bien etc. sûr. Alors, Melika, est-ce que tu te considères une personne connectée? Alors, est-ce que tu peux définir connecté? Alors, connecté d'abord à toi-même. C'est-à-dire que tu t'écoutes, connecté aux personnes qui t'entourent, ça peut être tes collaborateurs, ça peut être ta famille, tes enfants, et puis connecté aussi à l'univers, Dieu, une force supérieure, voilà. Donc connecté de manière, on va dire, à se ressourcer à travers les énergies des uns et des autres. Est-ce que tu fais partie de ces gens-là? En tout cas, j'en ai besoin. J'en ai besoin, on va dire ça comme ça. Alors, dépendamment des phases de ta vie, tu as dû passer aussi par des phases similaires. Dépendamment des phases de ta vie, tu es un petit peu plus spirituel ou un petit peu moins. Tu es un peu plus connecté, un peu moins, je pense. Je te donne des exemples, mais quand tu as 2 enfants en bas âge, et un boulot et un foyer à faire tourner, etc., t'es probablement... Tu as un peu moins le temps de te connecter, je pense. Après, je parle de mon expérience personnelle. Puis, tu as des moments où tu as un petit peu plus de répit. Tu peux t'arrêter un peu, réfléchir. Et laisser un peu ton cerveau... se reposer. Ouais, et puis, comme ils disent en méditation, tu sais, quand tu laisses tes pensées circuler, tu observes tes pensées passer. C'est probablement les moments où tu recharges ton cerveau, et justement, ça te permet d'éviter de faire des bêtises, je pense. Effectivement. Donc, écoute, et dans ton lien justement à l'entreprise, est-ce que ces moments de connexion, même s'ils sont rares ou plus fréquents en fonction des jours et des périodes, est-ce que tu as le sentiment que ça t'a déjà aidé, justement, au-delà de ne pas faire des bêtises, mais plus à orienter une décision? Est-ce que c'est des choses... Bien sûr. Moi, je pense que ce n'est que comme ça que tu prends les bonnes décisions. Peut-être, je vais peut-être le formuler avec un contre-exemple. Au lieu de donner un exemple, je te donnerai peut-être un contre-exemple. C'est que si tu ne prends pas de recul
Et si tu prends, tu vois, tes décisions au fil de l'eau sans jamais t'arrêter, tu vas probablement faire tourner une machine, Mm. mais tu ne vas jamais développer, tu ne vas jamais construire. Et si tu n'as pas cette big picture, Ouais. ou si tu n'as pas une vision de là où tu veux aller, où est-ce que tu veux emmener tes collaborateurs, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'engagement. Petit à petit, je pense. Et cette vision, comment elle évolue dans le temps? Parce que j'imagine que la vision que tu avais en quittant Intelsia est certainement pas celle que tu as aujourd'hui. Pour le coup, elle n'a pas changé. C'est vrai? Ouais. Ah, ça elle n'a pas changé. Ça, c'est intéressant. Il y a un fil conducteur qui est là, qui ne change pas. D'accord. Qui est, donc ce que je te décrivais au départ, c'est on a un très beau pool de talents au Maroc, en Afrique, en Amérique latine. Magnifique. On a des économies matures qui sont, d'un point de vue démographique vieillissantes. Ils ont besoin de talent. Ils ont besoin de force vive. Et nous, on a ça dans nos pays. Et les personnes que nous avons dans nos pays cherchent des opportunités pour être inscrites sur des grands projets internationaux, veulent être dans de belles boîtes, avec des belles cultures d'entreprise. Les gens cherchent des valeurs. Les Gen Z cherchent aussi les valeurs. Oui. Ils ne veulent pas des corporates où ils doivent appuyer sur des boutons et pas se poser de questions. Ils sont très connectés, ils sont très spirituels, probablement plus que ma génération. Donc, c'est créer l'environnement pour que ces talents-là puissent se développer et leur trouver les meilleurs projets à l'international pour qu'ils puissent s'épanouir. Et ça ne changera pas. Après, est-ce qu'on fait plus de financial services? Est-ce qu'on fait du digital advertising? Est-ce qu'on fait plus de data science ou plus d'IT? Ça, on peut ajuster en fonction du business, en fonction de là où le marché va nous porter. On sait qu'avec la révolution de l'AI, les choses sont en train de changer. Il y a beaucoup de métiers qui se créent et d'autres qui disparaissent. Et ça, on s'adaptera. Mais par contre, le dénominateur commun, et ça ne changera pas, c'est ce besoin pour la jeunesse de trouver l'environnement où ils vont s'épanouir. Et ça, c'est ce qui nous porte et c'est ce qui nous motive et c'est ce qui fait l'énergie que tu décrivais le matin. Moi, rien ne me rend plus heureuse. Tu sais, j'ai fait les évaluations annuelles des collaborateurs en décembre dernier. Donc, on est allé voir chacun de nos clients en leur disant, est-ce que vous êtes satisfait du collaborateur qui travaille avec vous? Donc, sur une échelle de 1 à 5, 3 étant je suis satisfait, 4 dépasse les attentes, 5 dépasse largement les attentes. Et on était entre 4,5 et 5 sur la grande majorité des collaborateurs. Et tu ne peux pas t'imaginer la joie que ça peut me procurer, ce type de feedback. Et voilà, et ça te donne un coup de boost pour aller chercher des nouveaux projets, pour aller recruter plus de monde, pour développer. Et qu'est-ce qu'il y a de spécifique à Eshore, à ton sens, qui fait que les gens se donnent ou donnent le meilleur d'eux-mêmes? C'est-à-dire au-delà du poste en lui-même, au-delà de la perspective d'évolution ou de la perspective projet, qu'est-ce qui vous donne cette aura, en fait, cette bulle dans laquelle vous évoluez? C'est quoi l'immatériel, on va dire, dedans qui fait que les gens ils sont bien et ont envie d'aller au-delà de... Ça, c'est le secret du métier. Non, je plaisante. Justement, on est là pour inspirer. Non, mais bien sûr, je plaisante. Alors, je te donnerai peut-être 2-3 éléments. Je peux en parler des heures. Bien sûr. Mais le premier, c'est la culture d'entreprise. Oui. Tu dois avoir tu en as parlé un peu. C'est quoi la culture d'entreprise chez toi? Alors, la culture d'entreprise, pour nous, elle se construit sur le projet. C'est-à-dire que les personnes qui nous rejoignent, ce sont des bâtisseurs. Ils sont là pour bâtir Eshore. Et s'ils sont là, c'est pour construire la Eshore 2030 avec notre vision, la taille qu'on veut. On souhaite se développer, devenir une très grande entreprise. Et donc, toutes les personnes qui nous rejoignent sont embarquées dans le projet. Après, il faut la faire vivre, ton entreprise. Et j'ai la chance d'avoir des collaborateurs super créatifs à qui on donne la main. Comment vous voulez faire vivre cette entreprise? Quels événements que vous voulez organiser? On essaye d'être super actif, un peu sur tout. Et ça, je pense que c'est important.
Et le dernier point, c'est ce dont je t'avais parlé, c'est le fait de choisir aussi tes collaborateurs, pas uniquement sur leurs compétences techniques, mais aussi sur ce référentiel de valeurs partagées, pour que l'atmosphère de ton entreprise reste toujours très saine, Oui, c'est important. que la bienveillance soit toujours là. Tu as un collaborateur en difficulté, bah, tu auras toujours quelqu'un qui va lui porter main forte. Et si tu donnes, l'entreprise te donnera. Te rend, c'est clair, c'est clair. Magnifique. Bah, écoute, c'est très inspirant, heureusement que tu as bien voulu nous partager ça. Alors, par rapport à ce qui se passe en Afrique, par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays qui sont un peu similaires au Maroc, qu'est-ce qui pour toi fait que le Maroc a beaucoup plus d'ouverture et beaucoup plus d'opportunités? Parce que, je sais pas, moi, quand je travaillais à l'étranger ou quand je faisais des projets à l'étranger, très souvent, les Marocains ont toujours cette capacité de se distinguer. C'est-à-dire pas uniquement justement sur le plan technique, mais aussi sur le plan humain. Est-ce que tu le perçois aujourd'hui et à travers ça, comment tu perçois notre évolution en tant que Marocain? C'est-à-dire c'est la vision que tu peux avoir pour ton entreprise pour 2030. Comment tu penses qu'elle peut s'élargir à tout un pays qui est plein de jeunes, plein de promesses, et pour aider justement à ce que tous ces gens-là puissent trouver des opportunités? Je pense qu'on a probablement le petit truc en plus dont tu parles, c'est la capacité d'adaptation culturelle. Ouais. Et ça, c'est la grande, grande, grande force des Marocains. Elle est probablement due à notre histoire. On est un pays de mélange entre plein d'origines différentes qui font aujourd'hui la richesse du Maroc. Elle est due aussi à notre positionnement géographique. Et toutes ces choses-là font que aujourd'hui, alors tu parlais des clients d'Aïcha, on a des clients en France, au UK, aux US, en Suisse, en Australie. Ah oui, donc là, on ne peut pas faire mieux en termes de Exactement. Et c'est magnifique de voir ces collaborateurs qui sont sur des projets avec ces différents clients qui n'ont rien à voir. Si tu te balades dans le plateau d'Aïcha, tu vas entendre plein de langues différentes. Magnifique. Voilà, et puis il va terminer son call, il va reprendre en Derija, et puis il reprend après en anglais, et puis en français. Et puis, c'est génial. Et donc, je pense qu'on a cette force et cette richesse qui n'est pas suffisamment exploitée. Malheureusement, elle est exploitée plus par des départs, donc des Marocains qui vont super bien s'adapter à l'étranger, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'exploiterait pas aussi ça en local? Tout à fait, exactement. Ouais, non, mais tu as tout à fait raison. Il faut multiplier les initiatives de ce genre et il faut regarder plus loin et être très optimiste, justement, parce que ça nous manque. Dans notre pays, il y a de belles histoires, il y a de belles success stories, mais elles restent en tout cas limitées ou pas, en tout cas assez mises en lumière pour donner de l'espoir à d'autres, pour innover et créer et dépasser cette peur de se dire non, c'est compliqué de faire, c'est compliqué de réussir. Non, en fait, on peut. Tu en es une preuve vivante, je dirais. Je pense qu'il y a de la place pour beaucoup d'autres. Par rapport à ça, justement, pour rebondir sur ton point, il y a assez de place pour beaucoup de players sur ce segment. Oui, j'imagine que tu n'arrives pas à répondre oui à tout. Écoute, toutes les sollicitations. nous on se développe, l'entreprise se développe très bien, on est en train de monter un dispositif qui tient la route. Maintenant, c'est pour moi comme les centres d'appel dans les années 2000. Il y a eu plusieurs players qui se sont développés. iShore se développera, mais je serais ravie de voir qu'il y en a d'autres aussi qui émergent. Et il y a de la place. Moi, j'insisterai juste sur un point, c'est que parfois, alors j'ai eu l'occasion de découvrir l'écosystème d'entrepreneuriat au Maroc ces 2 dernières années, et j'ai juste un point par rapport à ça, c'est que souvent on essaye de calquer
des modèles qui fonctionnent à l'étranger. On en parlait tout à l'heure, Ouais. tu me partageais ton expérience dans ton univers qui est très différent du mien, mais finalement on se retrouve sur ça. Souvent, oui, je vais monter un SaaS qui va faire X, Y, Z. Souvent, même les fonds, en fait, ici au Maroc, ils cherchent voilà, Oui, les des entreprises modèles. qui rentrent dans ce modèle-là. Mais en fait, on a, si tu veux, les modèles de SaaS ou les modèles de software et de start-up qui se développent à l'étranger Mm. sont beaucoup, d'un point de vue financier, basés sur le fait que la main-d'œuvre est très chère. Mm. Et donc, il faut développer des softwares où il y a besoin du moins de personnes possible qui vont pouvoir se développer, scaler de manière très rapide sans qu'il y ait trop de monde, etc. Mhm. Ça, bien sûr, c'est un modèle qui c'est un fonctionne très modèle. bien aux US, en Europe, etc. Qui va capter un marché qui est très grand parce qu'ils ont des grands marchés. Mais je pense, après c'est mon point de vue, que pour l'Afrique, il y a d'autres types de business à développer et il faut essayer de changer de paradigme. Oui, et puis surtout, toi, tu es dans le monde de l'IA. Aujourd'hui, bon, il y en a à qui ça fait peur, il y en a qui voient ça comme moi avec des yeux qui pétillent. Et au fait, la valeur ajoutée de l'humain, elle sera toujours là. Et justement, ça dépendra du positionnement. Si on fait des choses que font des machines, bah oui, forcément, on va être remplacé par des machines. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais si on active un petit peu nos neurones et qu'on regarde bien précisément sur quoi on ne peut pas être remplacé, quelle que soit l'intelligence, bah à ce moment-là, oui, il n'y a pas de... De toute façon, tu sais, les Gen Z, ils veulent pas faire des boulots répétitifs où ils font les mêmes tâches et qu'ils appliquent des procédures. Ils veulent utiliser leur créativité, ils veulent réfléchir, ils veulent faire des choses nouvelles tous les mois. Et il faut surfer sur ça, moi, je pense. Et de toute façon, les clients en face aussi, ils veulent pas des presse-boutons. Ils veulent des talents, ils veulent des gens qui ont du recul, qui vont leur faire des feedbacks constructifs. Et donc, c'est je pense, le nouveau modèle à développer sur des métiers comme les nôtres et dans notre continent. Dans tous les métiers, en réalité, parce que dans tous les métiers, dans toutes les industries, la moitié des gens, c'est vraiment très... Et je me pèse mes mots, la moitié des gens peuvent être remplacés dans 3-5 ans maximum par des machines. Donc, ce sont ceux qui vont eux-mêmes se développer et être capables d'apporter une réelle valeur, la vraie valeur humaine. Hein. C'est ce que tu viens de citer, c'est-à-dire c'est de la créativité. Et autrement, oui, ils vont souffrir, ça c'est clair. Et j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à cette nouvelle génération, parce que moi je les adore. En fait. J'aime beaucoup les jeunes, j'aime beaucoup les observer, et même à travers mes enfants, je suis à chaque fois impressionnée par leur capacité à réfléchir justement out of the box, alors que nous, on nous a mis dans des cases et des cases et encore des cases. Et on passe tous après en thérapie pour pouvoir sortir de la case. Et je pense que justement, ce que tu dis d'intéressant, c'est que ces gens-là, ils refusent. C'est ça, on a eu toutes les générations Y, Z, X, je ne sais pas quoi, et on avait les personnes un peu âgées, trop cadrées, qui avaient du mal avec ces gens-là. Mais aujourd'hui, ils sont omniprésents. Pas le choix. Voilà, je veux dire, ceux qui sont nés voilà, ceux qui sont nés en 2000, ils ont déjà 25 ans, donc ils sont déjà en entreprise. Et justement, je reviens toujours sur cette perspective par rapport à un pays comme le Maroc, qui est plein de jeunes et dans lequel il y a énormément d'opportunités. L'espoir, il est monstrueux. Et il faut que les jeunes en prennent vraiment conscience. Comme tu le dis, il y a de la place pour tout le monde, mais il y a surtout beaucoup de place pour de la créativité, pour de l'ingéniosité. Est-ce que tu as en tête des métiers ou des choses, on va dire, plus porteuses que d'autres, de par ton expérience et ton expertise, que les jeunes devraient regarder de plus près pour les années à venir? C'est une très bonne question. Pour être honnête, moi, je n'ai pas de boule de cristal.
Et on va dire la technologie évolue de manière tellement aléatoire. On l'a vu avec DeepSeek qu'on ne sait pas vraiment comment les choses vont évoluer. Mais je pense, en tout cas, c'est vis-à-vis de mes enfants, la manière avec laquelle j'essaye de les préparer, je pense qu'il faut il faut quand même avoir des bases, on va dire, de modélisation, des bases de compréhension d'un problème, etc. Je pense que c'est important à développer. Je pense qu'il faut développer sa capacité de concentration. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les téléphones, etc., malheureusement, elle baisse. Il y a des études qui montrent qu'elle baisse de manière notable. Et donc, l'avoir, ça aidera. Pour moi, c'est comme des outils. Il faut développer sa créativité. Donc, on en parlait tout à l'heure à travers... ça peut être des activités artistiques, ça peut être du sport, ça peut être des projets, ça peut être des choses très, très, très différentes. Donc, pour moi, c'est vraiment plusieurs ingrédients différents. Est-ce que je pense que tout le monde va travailler en tech et donc tout le monde a besoin de faire du software engineering ou du machine learning? Pas forcément, mais en tout cas, le fait d'avoir des fondamentaux qui sont là permettront à ces jeunes de s'adapter, quel que soit... Ouais, donc je te disais, donc le fait d'avoir ces fondamentaux, permettra à ces jeunes de se développer, quelles que soient les évolutions du marché. Et j'ajouterais à ça aussi travailler sur leur épanouissement et leur santé mentale. Oui. Donc, je pense que vu ton métier, ton activité, tu sais ce qui se passe. Oui, et la dégradation importante de la santé mentale des jeunes, notamment des Gen Z. Je pense probablement, pour revenir à la discussion qu'on avait, qu'ils sont probablement coupés aussi dans leur créativité. Et donc, ils arrivent avec un référentiel, avec des idéaux, et puis le corporate est très, très décorrélé de ce qu'il recherche. Et en parallèle de ça, il y a tous les sujets autour des écrans, autour du fait qu'il y a de moins en moins d'interactions sociales. Souvent, si tu te balades, tu vois des vingtenaires dans un café ou dans un resto, ils ne se parlent pas. En fait, chacun est sur son téléphone. Et donc, leur apprendre à interagir avec les autres, à ne pas avoir peur de l'autre, à ne pas développer un excès d'introversion, va probablement les aider, je pense. C'est clair, c'est clair. Et tu nous as parlé d'une passion à toi, qui est la musique et donc le chant. Comment ça s'intègre dans cette vie extraordinaire que tu mènes de maman, d'épouse et surtout de patron d'entreprise? C'est un échappatoire, c'est nécessaire, c'est quelque chose qui te donne le sentiment justement d'exister au-delà de tout, au-delà du cadre. Oui, je pense qu'il faut trouver des manières de recharger les batteries. Alors, chacun recharge les batteries d'une manière différente. Moi, l'exercice physique m'aide beaucoup aussi. Donc, je fais beaucoup de sport et ça m'aide beaucoup. Et la musique, pareil. Alors, le sport, ça recharge le corps, ça permet de doser un peu ses émotions aussi, c'est important. Et la musique, ça permet de garder un esprit créatif, je pense. En tout cas, pour moi, c'est l'effet que ça fait. C'est clair. Et en fait, donc la musique, la création de musique ou le chant en particulier? Simplement, je pense la pratique. La pratique. La pratique. Magnifique. Et Melika, est-ce que tu as des rituels? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais, je ne sais pas, quelque chose de particulier que tu vas écouter ou quelque chose de particulier que tu vas dire, ou à un moment, j'en sais rien, tu te prends 10 minutes obligatoires avant d'entamer ta journée, tu écris des choses, qu'est-ce que tu fais? Alors, le matin, j'ai mon rituel du matin qui va être différent d'un matin à l'autre. Il y a les matins où je me réveille tôt, je vais aller faire du sport. D'autres matins où je vais me concentrer sur une tâche qui demande de la modélisation, etc., où je dois être seule. Mais je vais dire que le dénominateur commun, c'est de garder 1 heure ou 2, dépendamment de l'agenda, le matin pour être en immersion et seule. Donc ça m'aide beaucoup.
Mm. Et après, je pense, dépendamment des personnes, ça peut être des moments différents de la journée. Mhm. Mais voilà, avoir un moment où on s'enferme dans une bulle avec soit de la musique, soit une tâche qui demande la concentration, soit du sport. Je pense que ça, Mm. en tout cas pour moi, ça fonctionne. Bah oui, bah ça se voit. Magnifique. Alors, pour finir cette belle discussion inspirante, s'il y avait un héritage que tu laisserais à tes enfants, à tes collaborateurs, qu'est-ce que ça serait? S'il y avait quelque chose que tu leur léguerais, entre parenthèses. Bah, probablement ce projet dont je Mhm. viens de te parler. Mhm. Je le considère pas comme... c'est pas à moi, en fait. Mm. Je ne Oui. sais pas comment te décrire. Mm. C'est le projet de tous ceux qui auront bien voulu le construire. Et donc, je serais ravie, dans quelques années, Ouais. voilà, de leur dire, allez, tenez les Prenez. clés. Il Et est vous à vous. continuez phase 2, c'est vous. Bon, bah, à bon entendeur. C'est quoi tes capacités de recrutement, juste pour qu'on sache jusqu'où tu peux aller? Bah, écoute, c'est magnifique. Donc, ouais, effectivement, c'est un bon. Ça peut pas être mieux que justement, que de donner cette perspective à toutes les personnes qui y contribuent aujourd'hui. Et s'il y avait une phrase, un livre ou un conseil que tu donnerais à un jeune Marocain ou à une jeune Marocaine qui rêve d'entreprendre ou pas, ça serait quoi? Ça peut être une citation, ça peut être une phrase que tu répètes régulièrement. J'essaie de réfléchir. Ta question n'est pas facile. Écoute, prends ton temps. C'est quoi ton livre préféré? Ah, j'en ai plein. Ouais, bah, celui qui t'a le plus... qui arrivait à pic à un moment donné. Probablement mon livre, enfin le livre qui m'a le plus marqué, probablement c'est Sapiens, que tu as probablement lu, Ouais. de Yuval Noah Harari, Mm. qui retrace l'histoire de l'humanité et qui permet de prendre beaucoup de recul Ouais. par rapport au monde dans lequel on vit. Donc ça, c'est une lecture que je recommande à tout le monde, entrepreneur ou pas. Très beau livre. Et la suite aussi, donc Oui, il y a Homo les tomes. Deus et toutes les autres suites, Mm. elles permettent, je pense, de prendre aussi du recul. Parce que souvent, en fait, dans le discours ambiant, il y a des trends, voilà, des tendances. Exactement. Et puis tout le monde pense un peu pareil. Et puis on ne prend pas trop de recul et on ne se pose pas trop de questions. Donc c'est probablement le livre ou la série de livres que je recommanderais. Ensuite, pour le conseil, ou probablement ce que je partagerais du coup, alors ce n'est pas une phrase, mais ce que je partagerais, c'est que, alors quand on est salarié, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Alors, surtout au début, alors une fois que l'entreprise commence à atteindre une taille critique, on le vit moins, etc. Mais quand on démarre, on passe de phases où on se dit ça va être une multinationale et on va remplacer Google, à c'est bon, le projet va mourir, il coule, il n'existe pas. Et ça peut être des phases que tu peux vivre dans la même journée, le matin, le soir et après le lendemain. Et donc, on va dire cet ascenseur émotionnel demande beaucoup de préparation mentale. Oui. Et donc, c'est probablement ce que je recommanderais. Je pense que si le marché est là, si l'idée est là, et si l'organisation, d'un point de vue, enfin, les gens sont expérimentés, le projet va fonctionner si on y met suffisamment d'énergie et si on y croit. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Par contre, je pense qu'il faut s'y préparer d'un point de vue émotionnel et avoir
l'environnement pour vous aider à vivre les bas, mais aussi à vivre les hauts. Exactement. S'entourer des bonnes personnes. Qui vont permettre de réguler ces choses-là, te faire redescendre sur Terre quand tu penses que tu te rapproches des dieux, et puis te faire remonter la pente quand tu penses que ça y est. que c'est la fin. Bah, écoute, sur ces belles paroles, en tout cas, merci infiniment. Merci Malika, à toi, c'était super de pouvoir discuter. Ça a été super inspirant pour moi, hein, je te l'avoue, ça fait vraiment plaisir de voir des femmes comme ça et d'avoir des succès, en fait, les réussites avec bien sûr des bas, des hauts, bah, c'est toujours très, très inspirant. Je t'en remercie infiniment. Merci à toi, c'était un plaisir. Et je te souhaite beaucoup de succès dans ton entreprise, à toi et à ton associé. Et j'espère que tu as passé un bon moment. C'était super. Merci et je te dis à très vite. À très bientôt. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de CEO Enlightenment. Dans ce voyage, à travers l'expérience et la conscience des dirigeants, une vérité s'impose. Le leadership éclairé ne se mesure pas seulement en résultats, mais en alignement avec soi, avec les autres et avec le monde. Chaque décision, chaque choix est une opportunité de grandir, de transmettre et d'inspirer. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si nos discussions font écho en vous, alors abonnez-vous, partagez cet épisode et rejoignez-nous pour la prochaine conversation sur CEO Enlightenment.